Londres, 11 avril 2019. Il entend leurs pas qui résonnent comme des tambours dans l'escalier. Ils viennent l'arrêter et il ne peut pas leur échapper. Malgré la peur, Julian Assange éprouve une sorte de soulagement. Cela fait 6 ans, 9 mois et 23 jours qu'il occupe cette chambre improvisée à l'ambassade d'Équateur. Les murs qui l'entourent sont devenus une prison. Il est épuisé, il est malade, il a grossi. Il a perdu sa silhouette fine et élancée. Sa barbe est hirsute. L'ambassadeur lui a confisqué son matériel de rasage. Assis sur son lit, Assange ne pense qu'à une chose. Ils vont l'extrader vers les États-Unis, vers un de leurs Guantanamo dont il ne sortira pas vivant. Il serre les poings. Il ne peut pas fuir. D'ailleurs, il n'a jamais fui. Le gouvernement britannique a baptisé ça « Opération Pélican ». À 9h15, des officiers de la Metropolitan Police entrent dans les locaux de l'ambassade avec l'accord du chef de la mission diplomatique. Assange est plaqué au sol, menotté et remis debout par 2 agents. Il est traîné devant la résidence consulaire et présenté à la presse comme un animal de foire. Devant des dizaines de photographes et de caméras de télévision, les British annoncent avoir arrêté le plus dangereux criminel du XXIe siècle. Hirsute, barbu et effrayé par cette meute venue assister à sa chute, Assange est méconnaissable. Son apparence désordonnée est celle d'un délinquant vieilli par des années de traque. Son allure colle parfaitement au récit que les Britanniques, les Américains et les Équatoriens ont mis au point. Le porte-parole du site Wikileaks est un mégalomane, un égocentrique, un espion, un violeur et un hacker. Julian Assange traverse la forêt de flashs et de caméras. Comme dans un mauvais film, on le pousse dans une fourgonnette. Mais ce n'est pas un mauvais film, c'est juste la réalité. Les 2 flics en noir qui l'encadrent ne lui accordent pas un regard. Assange baisse la tête. 2 heures plus tard, il se tient devant le juge Michael Snow. Il comparaît pour infraction à sa liberté conditionnelle en 2012. Il fait encore jour quand il arrive à la prison de Belmarsh. Il va y rester jusqu'en juin 2024. Washington, 11 avril 2019. Donald Trump exulte. Il fait le tour du bureau ovale en mode lapin du Racel. Bien sûr, ce sont les Britanniques qui ont fait le gros du boulot, mais cela ne l'empêche pas de s'attribuer le mérite de cette arrestation. Après tout, si Assange est enfin en tôle, c'est grâce à lui, Donald Trump. C'est lui qui a passé un deal avec le nouveau président équatorien Lénine Moreno. Aide économique, investissement et approbation d'une enveloppe du FMI en échange d'un petit coup de pouce dans cette saleté d'affaires Assange. Moreno s'est montré bien plus compréhensif que son prédécesseur, Rafael Correa, qui était un dangereux gauchiste. Avant de passer à l'action, les Britanniques et les Américains ont organisé une superbe campagne de désinformation grâce à la complicité des Équatoriens. Cela a commencé par des fuites dans la presse. Assange est un parasite. Assange fait du skateboard dans les couloirs de l'ambassade. Assange joue au foot dans sa chambre. Assange maltraite son chat. Assange répand ses excréments sur les murs des toilettes. Tout est une question de mise en scène. Et à ce petit jeu, les Américains sont des professionnels. Assange est placé dans le bâtiment de haute sécurité de la prison de Belmarsh. Il est enfermé avec des criminels dangereux et récidivistes. Assassins, violeurs, gangsters et braqueurs. Assis dans sa cellule vêtue de l'uniforme des détenus, il se sent désemparé et impuissant. Il n'a commis aucun délit. Il s'est contenté de dévoiler la vérité sur les crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Avec l'aide du lanceur d'alerte Bradley Manning,
Il a diffusé des documents confidentiels révélant les secrets politiques de l'Amérique. La brutalité de son armée, l'hypocrisie de sa diplomatie, l'obsession de ses dirigeants pour le pouvoir, la détermination de ses dirigeants à conserver ce pouvoir, coûte que coûte. Il n'a fait que son travail de journaliste, travail qui est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. Julian Assange, Edward Snowden, Bradley Manning. Aucun président ne s'est montré plus impitoyable que Barack Obama dans le combat contre les lanceurs d'alerte. Les révélations de ces whistleblowers détériorent l'image des États-Unis. Elles affaiblissent le pays face à ses adversaires, mais aussi auprès de ses alliés. Manning, Assange et Snowden doivent être combattus comme des criminels. Ce combat obéit à une stratégie bien rodée: inverser l'accusation. D'abord, on focalise l'attention du public sur les menaces que représentent les lanceurs d'alerte. Comme ça, on ne parle plus des crimes qu'ils ont dévoilés. Ensuite, on prend la posture de la victime. Ce sont les États-Unis qui sont attaqués par ces fouilles merdes. Ils ne font que se défendre. Assis dans sa cellule, Julian Assange se dit que les temps ont changé. Autrefois, les opposants et dissidents politiques étaient accueillis à bras ouverts par les démocraties. Ils contestaient le pouvoir des dictateurs. Aujourd'hui, ces opposants sont considérés comme des traîtres par ces mêmes démocraties. Malgré tout, le combat reste le même. Anonymat pour les faibles, transparence pour les puissants. C'est le slogan de Wikileaks. Julian Assange naît le 3 juillet 1971 à Townsville, dans l'État du Queensland, en Australie. Son père, John Shipton, est un militant pacifiste et sa mère, Marianne, est une artiste. Assange traverse les années 1980 comme d'autres jeunes gens de son époque. Il se plonge dans le monde numérique et devient un hacker. À la différence de Kim.com, Julian Assange ne cherche pas la fortune ou la gloire. Il donne à son action illégale une dimension morale. Au milieu des années 1990, il aide la police de l'État de Victoria à pourchasser les membres de réseaux pédophiles. Internet est pour lui un instrument de diffusion de la vérité. Victoria, décembre 1996. Il y a la morale, et puis il y a la loi. Pour ses activités de hacker, Assange se retrouve devant la justice australienne. Usage frauduleux du réseau téléphonique, vol de données, détérioration et effacement de documents, piratage et fraude. La Cour suprême de l'État de Victoria le condamne à 2100 $ d'amende, mais ordonne sa remise en liberté pour bonne conduite pendant sa détention préventive. Les juges ont fait preuve de clémence et tenu compte de la personnalité d'Assange. Le jeune homme souffre du syndrome d'Asperger. Son procès avait été retardé de 6 mois en raison d'une grave dépression. Malgré cet avertissement, Julian Assange poursuit ce qu'il considère comme une mission. En 1999, il enregistre le nom de domaine leaks.org. Il ne s'en servira jamais. 4 octobre 2006. C'est à cette date que Julian Assange entame sa carrière d'homme le plus dangereux du monde. Avec plusieurs dissidents, activistes et mathématiciens, il dépose le nom de domaine wikileaks.org. Le principe est simple. Diffuser des informations confidentielles fournies par des sources dont l'anonymat est protégé de la manière la plus stricte possible. La transmission de ces informations est cryptée de bout en bout. Impossible de remonter vers la source de la fuite. En théorie. Les informations sont ensuite triées, décortiquées et vérifiées avant d'être publiées dans leur forme originale. Pas ou très peu d'altérations, seulement justifiées par le confort de lecture. Les documents sont authentiques. À chacun d'en prendre connaissance. Seule précaution, Wikileaks prévient en amont les gouvernements. Les identités de personnes qui pourraient être mises en danger sont supprimées. Wikileaks transforme Internet en menace existentielle. L'affolement gagne plusieurs dictatures. La liberté de l'information n'est pas souhaitable pour ceux qui planquent des cadavres dans leurs placards. Les premières révélations concernent des affaires de corruption au Kenya. Puis c'est au tour de la société de courtage pétrolier Trafigura d'être exposée. Ces activités provoquent une pollution à grande échelle en Côte d'Ivoire.
Au début, les pays occidentaux ne s'inquiètent pas plus que ça. La corruption en Afrique est un secret de polichinelle. Le Kenya ou la Côte d'Ivoire, c'est loin. Mais bientôt, la menace se rapproche. C'est d'abord l'Église de la Scientologie qui est visée pour ses pratiques financières. Puis sont mises en ligne les consignes de l'armée américaine pour le traitement des prisonniers dans la prison de Guantanamo. Le rapport de l'US Army estime en 2008 que les révélations de Wikileaks risquent d'accroître les menaces contre le personnel, les équipements, les bâtiments et les installations du département de la Défense. La figure principale de l'organisation est un Australien de 37 ans, Julian Assange, qui fait partie de l'équipe fondatrice et qui sert de porte-parole. Selon le renseignement US, Assange sert de directeur de la publication et se revendique journaliste. S'il est devenu la bête noire de l'administration américaine, Assange n'est pas encore connu du grand public. Wikileaks reste une entreprise confidentielle, seulement suivie par les hackers et les fondus de complotisme depuis les attentats du 11 septembre. Ce sont les révélations du soldat de première classe Chelsea Manning qui vont tout changer. À l'époque, Manning porte encore le prénom de Bradley. Il n'a pas changé de sexe. Il est analyste programmeur dans l'armée. Il a accès à des dizaines de milliers de documents. Textes, vidéos, photos, autant de preuves des crimes et des comportements illégaux des soldats américains en Afghanistan et en Irak. Les échanges entre Manning et Assange durent pendant des mois, sans qu'ils se rencontrent. Assange comprend que Manning est une mine d'informations. L'enquête ouverte par le département de la Défense montre que Manning a fourni à Assange des centaines de milliers de documents. Une partie de ces preuves sont regroupées sous le titre de Afghan War Diary, journal de la guerre en Afghanistan. Elles établissent les exactions commises par les soldats dans ce pays. Une autre partie est regroupée sous le titre de Iraq War Logs, mémo de la guerre en Irak. Violence, actes de torture, mauvais traitements et conditions inhumaines de détention à la prison d'Abu Ghraib. Enfin, et c'est le plus spectaculaire, Manning transmet à Assange une vidéo datant du 12 juillet 2007. La vidéo est diffusée sous le titre de Collateral Murder, meurtre collatéral. Washington, 5 avril 2010. Le club de la presse de Washington est plein à craquer. Assange se tient face à ses confrères. Il explique en quelques mots ce qu'il va leur montrer. Puis, il lance un film de 18 minutes, précédé par une citation de George Orwell. Le langage politique est conçu pour donner au mensonge l'apparence de la vérité et rendre le meurtre acceptable. Les images défilent. Elles sont prises depuis un hélicoptère de combat qui vole à basse altitude au-dessus d'un quartier populaire de Bagdad. Les images sont celles que voit sur son écran de contrôle le soldat armé d'une mitrailleuse de calibre 30 mm, comme dans un jeu vidéo. Au sol, une vingtaine d'hommes en civil, dont 2 photographes de l'agence de presse Reuters. D'autres portent des fusils AK-47. Le commandement US a autorisé le port de ces armes en raison de l'insécurité dans les rues de Bagdad. Les hommes ne bougent pas. Ils ne font rien. Ils ne cherchent pas à fuir. Ils ne tentent pas une embuscade. Suit une série d'échanges radio, demande d'ouvrir le feu, attente, hésitation, autorisation accordée. La mitrailleuse se met à cracher de l'acier et du feu. Au sol, les hommes sont fauchés et taillés en pièces. Voix du soldat. Je les ai eus. Regarde-moi ces connards. Ils sont morts. Voix de retour dans son casque. Bien joué, merci. Dans la salle du club de presse, le malaise est palpable, épais et poisseux. Assange sort de son silence. Selon plusieurs experts indépendants, il s'agit d'un crime de guerre. Collateral Murder fait l'effet d'une bombe. Le souffle balaie les couloirs du Pentagone. Soudain, la réalité de l'invasion irakienne s'invite dans les foyers du monde entier. On est revenu au temps de la guerre du Vietnam. La violence s'étale nue et sans phare. Les gens ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Le moment de stupeur passé, Obama convoque une réunion de crise. Il faut trouver une réponse.
et vite. Les lanceurs d'alerte, Assange et Manning, qui est arrêté 2 mois plus tard, sont des traîtres. Ils mettent en danger les soldats et les personnels présents en Irak. Cela est faux, mais peu importe. Ne pouvant nier les faits, le département de la Défense les minimise. La vidéo montre juste des brebis galeuses. Le reste du troupeau est sain. Il n'est pas contaminé par la violence gratuite. Le contre-feu allumé par le Pentagone et la Maison-Blanche est intense. Comme prévu, il trouve des relais complaisants parmi une partie de la presse, toujours impatiente d'exalter le patriotisme de ses lecteurs. 25 juillet 2020. Face à la puissance de l'administration Obama, Assange ne capitule pas. 3 mois après Collateral Murder, Wikileaks publie Afghan War Diary, histoire d'enfoncer le clou. En amont, Assange a collaboré avec plusieurs journaux. Le Washington Post, le Guardian, le Spiegel, Le Monde et El País. Les journalistes ont trié et sélectionné 75 000 documents couvrant la période de janvier 2004 à décembre 2009. Avant la publication, Assange propose au Pentagone de choisir les documents qui ne seront pas publiés pour garantir la sécurité des personnes citées. 15 000 documents sont gardés confidentiels. En quelques mois, Assange est devenu une rockstar. Il est aussi devenu la cible numéro 1 des États-Unis, prêt à tout pour lui faire payer son audace. Avoir jeté la lumière sur des crimes qu'il voulait garder dans l'ombre. Aéroport de Stockholm, 11 août 2010. Julian Assange traverse l'aérogare d'un pas décidé. Depuis quelques mois, il marche sur l'eau. Rien ne peut l'arrêter. Il est l'homme qui défie la toute-puissance militaire des États-Unis. Le porte-parole de Wikileaks passe la douane suédoise. Des amis et des admirateurs sont venus l'attendre comme le Messie. À l'invitation du Parti social-démocrate, Assange doit passer quelques jours en Suède pour donner une conférence. La vidéo Collateral Murder a rouvert le débat sur les guerres en Irak et en Afghanistan. L'administration Obama a mis sous les verrous le soldat et analyste Bradley Manning. C'est lui qui a fourni à Assange les documents révélant les crimes de l'armée américaine. Manning est détenu dans un quartier de haute sécurité. Sa détention obéit au régime des mesures administratives particulières, les Special Administrative Measures, ou SAMs. Isolement total, 23 heures par jour en cellule. Sortie, 1 heure, dans une cage grillagée. Visite limitée, 3 douches par semaine. Détention dans le noir absolu pendant 15 jours en cas de manquement aux règles. Le département d'État américain multiplie les pressions sur ses alliés. La Grande-Bretagne, l'Australie ou la Suède ont reçu des demandes. Limiter les déplacements d'Assange. L'empêcher de poursuivre ses révélations. Assange ne se fait pas d'illusions sur les méthodes américaines. Il sait que la CIA gère des black sites, des sites secrets où sont enfermés les gêneurs partout dans le monde. En venant à Stockholm, Assange a 2 idées en tête. Obtenir un permis de résidence et faire de Wikileaks un média officiel hébergé dans le pays. Le site serait protégé par la Constitution suédoise. Mais l'administration Obama veut éviter ça à tout prix. De nouvelles révélations sont prévues à l'automne. La date n'est pas encore fixée, mais le Pentagone est passé en mode guerre de tranchées. L'armée américaine va devoir se justifier à nouveau. Assange et les militants de Wikileaks continuent de collaborer avec les journalistes de plusieurs rédactions américaines et européennes. Les nouvelles révélations sont rassemblées sous le titre Iraq War Logs, les rapports de la guerre en Irak. Une masse d'informations sans précédent. 400 000 documents, la plus grosse fuite de l'histoire. La période couverte, 2004-2009. Les chiffres sont effrayants. La Seconde Guerre du Golfe a provoqué la mort de 109 000 personnes, dont 66 000 civils. Le tri, le décryptage et la mise en forme occupent des dizaines de reporters pendant des mois. C'est une nouvelle bombe que Wikileaks s'apprête à larguer sur l'US Army.
Washington, août 2010. Le ministre américain de la Justice, Eric Holden, a monté une équipe. Objectif, faire comprendre aux pays amis le danger que représente Assange. Le message est reçu 5 sur 5 en Suède. Le directeur des services de la sécurité militaire, John Daniels, déclare dans une interview que Wikileaks est une menace pour la sécurité des soldats suédois. 2 jours avant l'arrivée d'Assange à Stockholm, toutes ses cartes de crédit sont annulées, sous pression américaine. Assange ne peut pas retirer d'argent. Il ne peut pas loger à l'hôtel. Il n'a plus de moyens de paiement. Pas grave. Il va se débrouiller. Il a prévu de rester seulement quelques jours à Stockholm, 1 semaine au plus. Des sympathisants décident de couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture. La conférence est prévue le 14 août. Anna Hardin, une militante de 31 ans, le loge chez elle. Elle a organisé la venue d'Assange. Dans la nuit du 13 au 14 août, Hardin et Assange ont plusieurs relations sexuelles. Au cours d'une des relations, Assange demande à ne pas porter de préservatif. Hardin refuse dans un premier temps, puis finit par accepter. Peu après la conférence, Assange rencontre une deuxième jeune femme, Miss W, 26 ans. Elle se trouvait dans le public. Personne ne la connaît. Ce n'est pas une militante. Ils sympathisent et se revoient 2 jours plus tard, le 16 août. Assange et Miss W ont plusieurs relations sexuelles. Une nouvelle fois, Assange demande à ne pas porter de préservatif. 18 août, Assange dépose une demande officielle de permis de résidence en Suède et postule à des emplois dans le pays. Stockholm, vendredi 20 août 2010. Anna Hardin et Miss W ont échangé des séries de textos. Hardin sait que Miss W a couché avec Assange. Elle s'en fout, elle n'est pas jalouse. Elles se sont racontées leurs expériences avec le journaliste. Les 2 jeunes femmes se mettent d'accord. Elles se rendent au commissariat de police de Klara. C'est une antenne située dans la gare centrale de Stockholm. Les 2 jeunes femmes veulent demander conseil aux policiers. Comment obliger Assange à se soumettre à un test de dépistage VIH? Elles ont couché avec lui. Il y a eu plusieurs pénétrations sans préservatif. Elles sont inquiètes. Les 2 jeunes femmes sont entendues séparément. Les témoignages sont recueillis par un seul policier. La procédure, dans un tel cas, exige la présence de 2 officiers. La déposition doit être enregistrée, mais le policier se contente de prendre des notes. À 16h, Anna Hardin et Miss W sont entendues ensemble par l'inspectrice Linda Wasgren. À 16h11, selon l'horodateur du système informatique, Wasgren transmet un rapport affirmant que les 2 plaignantes ont été victimes d'agressions sexuelles. Miss W a porté plainte pour viol. À 16h31, toujours selon l'horodateur, Wasgren transmet un second rapport affirmant qu'Anna Hardin a porté plainte pour viol. Wasgren décroche son téléphone. Elle appelle le parquet. À 17h, la procureure Maria Aliebo-Kjellstrand délivre un mandat d'arrêt pour viol contre Assange. La magistrate n'a pas entendu les victimes. Elle n'a pas interrogé les témoins. Elle n'a pas convoqué le suspect. Une enquête préliminaire est ouverte sur un simple coup de fil. Malgré le mandat délivré contre lui, Assange n'est pas arrêté. Informé par des proches, il annonce se tenir à la disposition des enquêteurs. Il accepte de retarder son départ prévu le 25 août. Stockholm, 20 août, 20h. Un journaliste de l'Expressen reçoit un message. Une enquête est ouverte contre Assange. Le journaliste appelle la procureure Kjellstrand. Elle confirme l'information. Elle n'a pas parlé aux victimes, elle ne connaît pas les détails, mais c'est vrai. Stockholm, lundi 23 août 2010. La police adresse un dossier de 39 pages à la presse. Motif, la liberté de l'information. L'initiative est en infraction avec la loi suédoise sur la protection de l'identité des personnes. En quelques heures, Assange devient un prédateur sexuel. « 30 août 2010.
Commissariat central. Assange est entendu par les policiers. Hannah Hardin affirme qu'Assange a déchiré le préservatif qu'il portait lors de l'un de leurs rapports sexuels. Assange dit que c'est faux. Des préservatifs récupérés chez Hannah Hardin sont envoyés à la médecine légale pour analyse. Assange dit que les rapports sexuels avec les 2 jeunes femmes étaient consentis. Ils se sont déroulés sans violence. Comme souvent dans les affaires d'abus sexuels, difficile d'apporter des preuves irréfutables. C'est parole contre parole. Assange demande à bénéficier de la présomption d'innocence. L'enquête préliminaire est suspendue. Le mandat d'arrêt est abandonné. Stockholm, 1er septembre 2010. La procureure Marianne Ny, directrice du parquet de Göteborg, décide de reprendre elle-même le dossier. Elle rouvre l'enquête préliminaire. Stockholm, 2 décembre 2010. Miss W est convoquée au commissariat de police 2 semaines après sa déposition. L'enquêtrice Irmeli Kran lui remet le texte du procès-verbal daté du 20 août. Comme le montrera plus tard une enquête interne, le contenu du PV a été modifié au moins une fois par Kran à la demande d'un autre inspecteur, Mats Gellin. Un échange de mails entre Kran et Gellin, entre le 23 et le 26 août, atteste de cette demande de modification. La version originale du PV a été supprimée et est irrécupérable. L'analyse des préservatifs devait durer 15 jours. Le laboratoire de la médecine légale mettra 8 mois pour procéder aux examens. Le rapport daté du 15 juillet 2011 conclut à l'impossibilité d'établir si le préservatif utilisé avec Hannah Hardin a été volontairement endommagé par Julian Assange. Stockholm, 14 septembre 2010. Les avocats de Julian Assange adressent un courrier à la procureure. Ils demandent si leur client est libre de ses mouvements. Le mandat d'arrêt a été abandonné. Les avocats proposent une audition de leur client. Marianne Ny répond qu'Assange est libre de ses mouvements. Elle ne souhaite pas l'interroger. Assange décide de quitter la Suède. Il prévoit de prendre un vol pour Berlin le 27 septembre. Arrivé très tôt à l'aéroport, il passe plusieurs heures à attendre son vol à destination de l'Allemagne. Le décollage est prévu à 17h. 27 septembre 2010, au matin, la procureure Marianne Ny décide finalement d'interroger Assange et en informe ses avocats. Elle fixe un rendez-vous le lendemain, 28 septembre. Les avocats indiquent que leur client est attendu à Berlin, mais il peut revenir dans quelques jours pour un interrogatoire. 27 septembre, 15h. 2 heures avant qu'Assange s'envole pour l'Allemagne, Marianne Ny signe un mandat d'arrêt européen contre le journaliste. Dans le cas d'une telle procédure, la SAPO, la sécurité intérieure suédoise, est alertée de manière instantanée. La SAPO possède une antenne dans chaque aéroport de Suède. La SAPO aurait eu le temps d'arrêter Assange alors qu'il se trouvait dans la salle d'embarquement. Julian Assange passe la douane et les contrôles de sécurité. Il monte dans l'avion à destination de Berlin sans être inquiété. Quand il arrive à Berlin, la valise qu'il avait enregistrée en soute est le seul bagage qui manque. À l'intérieur, il y avait 3 ordinateurs portables cryptés et plusieurs disques durs avec des documents sensibles, dont un crime de guerre non encore rendu public. Après demande de vérification, Assange apprend que sa valise n'a pas quitté Stockholm. Elle a disparu après les contrôles de sécurité des bagages. Julian Assange comprend alors qu'il est tombé dans un piège. Marianne Ny n'a jamais eu l'intention de l'interroger. Elle s'est contentée de le laisser quitter la Suède. Le mandat d'arrêt le désigne comme un violeur. Sa sortie du territoire fait de lui un fugitif. Le narratif est parfait. Julian Assange est un prédateur sexuel en fuite. 30 septembre 2010. Assange a quitté Berlin pour se rendre à Londres. Ses avocats proposent à Marianne Ny un interrogatoire dans la semaine du 11 au 15 octobre. Ny répond dans la minute. Ces dates ne lui conviennent pas. L'intuition d'Assange est bonne. La procureure veut le discréditer. Cela sent le coup monter, et elle ne doit pas agir seule. Washington, octobre 2010. La presse américaine rapporte qu'un grand jury est constitué afin d'établir un acte d'accusation contre Julian Assange. C'est la première étape vers une demande d'extradition.
La presse suédoise rapporte, elle, que la Suède pourrait collaborer avec les États-Unis dans cette affaire. Marianne Ny déclare qu'elle est impatiente d'entendre Julian Assange dans la double affaire d'abus sexuels. Les avocats proposent une visioconférence le 12 novembre. La procureure refuse. La date est trop éloignée. La procureure refuse aussi de se rendre à Londres pour organiser une audition. Elle veut qu'Assange revienne en Suède, ce qu'elle avait refusé fin septembre. Stockholm, 18 novembre 2010. Marianne Ny obtient d'un tribunal l'autorisation d'un mandat de dépôt contre Assange. Cela lui permet de lancer un mandat d'arrêt européen. Elle demande que le journaliste soit arrêté à Londres et extradé vers la Suède. Interpol émet une Red Notice. Cette alerte rouge est réservée aux individus inculpés ou condamnés, ce qui n'est pas le cas d'Assange. Londres, 28 novembre 2010. Wikileaks met en ligne 243 000 dépêches diplomatiques dévoilant la politique des États-Unis à l'égard de ses adversaires, mais également à l'égard de ses alliés. Il s'agit de la troisième et dernière partie des documents fournis par Bradley Manning. La fuite est réunie sous le titre de Cablegate. À nouveau, Wikileaks a collaboré avec des rédactions de plusieurs journaux. 2 jours avant la mise en ligne, le 26 novembre, Assange a demandé au gouvernement américain de lui préciser les documents susceptibles de mettre en danger des membres du corps diplomatique. Le 27 novembre, Washington annonce qu'il ne fera pas de recommandations. Le lendemain, les télégrammes diplomatiques sont disponibles à la lecture. Ils révèlent des collusions entre les États-Unis et des gouvernements peu recommandables. Ils détaillent des machinations politiques ainsi que le recours à la torture. On apprend que la secrétaire d'État Hillary Clinton a ordonné l'espionnage et la collecte d'informations sur des hauts représentants de l'ONU. Téléphone, carte de crédit, mots de passe, clés de cryptage et messages personnels. Une collaboration étroite est révélée entre les USA et la Suède. Le gouvernement suédois a dissimulé des informations au Parlement et à l'opinion publique. Les câbles portent sur la politique étrangère, la politique intérieure, les droits de l'homme, l'économie, le terrorisme et l'ONU. Jamais une telle fuite n'avait été organisée. Jamais un pays n'avait vu sa politique ainsi mise à nu. Immédiatement, Wikileaks est la cible d'attaques informatiques. Des hackers rendent le site inaccessible et tentent d'effacer les documents. Les banques et sociétés de crédit suspendent les accès aux comptes. Sur les chaînes de télévision, Assange est accusé de trahison, d'espionnage et de terrorisme. Londres, 7 décembre 2010. Assange réside chez un ami. Face au déchaînement médiatique, il se rend volontairement au commissariat de Kentish Town, dans le quartier de Camden. Assange est envoyé à la prison de Wentworth. Il reste 9 jours en détention avant d'être remis en liberté contre une caution de 200 000 livres sterling. Ses partisans se sont mobilisés pour réunir la somme. Pendant les 550 jours suivants, il va vivre assigné à résidence. Port d'un bracelet électronique et obligation de pointer chaque jour au commissariat. Ce n'est que le début de ses ennuis. Londres, janvier 2011. Les avocats de Julian Assange ont bossé comme des malades. Ils ont accumulé les témoignages d'experts judiciaires. Ils ont monté un dossier solide avec un angle d'attaque simple. Ils peuvent prouver que des manquements ont été commis dans la procédure menée par la procureure Marianne Ny. Assange reste assigné à résidence. Il porte son bracelet électronique. En revanche, le risque d'extradition vers la Suède s'est éloigné. Il reprend confiance. Les journaux britanniques le confortent dans son optimisme. Le ministère public de la couronne britannique finit par rendre un avis. Il ne serait pas prudent d'accepter dans l'immédiat la demande d'extradition suédoise. L'avis ajoute « Assange a de bonnes chances de remporter le procès si un tribunal est amené à statuer la procédure en l'état ». Dit autrement, le ministère public britannique estime que la justice suédoise ne dispose pas de preuves suffisantes pour poursuivre Assange dans les 2 affaires d'abus sexuels. Il faut trouver autre chose. Le gouvernement britannique craint qu'une extradition d'Assange soit perçue comme une conspiration entre les États-Unis, la Suède et la Grande-Bretagne.
Coincé à Londres, Assange poursuit son combat judiciaire et continue à collaborer avec Wikileaks. La menace d'extradition absorbe une grande partie de son temps et de son énergie mentale. Assange veut croire qu'il va s'en sortir. Pourtant, il ne voit pas comment il peut remporter cette bataille. Londres, 30 mai 2012. Malgré la faiblesse du dossier, Britanniques et Suédois utilisent tous les recours de la procédure. Au bout de 18 mois, c'est la Cour suprême britannique qui est appelée à trancher. La demande d'extradition de Julian Assange est approuvée. Pour rendre leur arrêt, les 7 juges de la Cour se livrent à des contorsions juridiques. Ils donnent une interprétation très partisane du droit britannique sur l'extradition. Londres, 14 juin 2012. Les avocats d'Assange demandent un réexamen du dossier. La Cour suprême refuse. Reste une solution, l'asile politique. Londres, 19 juin 2012, 13h. Julian Assange se tient devant l'ambassade d'Équateur, un bâtiment de briques rouges avec des fenêtres blanches, à un jet de pierre du grand magasin Harrods. Il pousse la grille, il entre dans le hall. L'ambassadrice Anna Alban vient l'accueillir. Assange lui dit « Je pense que le pays dont je suis ressortissant, l'Australie, ne me protégera pas et que le pays vers lequel je dois être extradé, la Suède, n'empêchera pas mon extradition vers les États-Unis. » Assange peut compter sur le soutien du président équatorien, Rafael Correa. Correa a exprimé de la sympathie pour Wikileaks. Il refuse de s'aligner sur les intérêts américains. Se pose alors un problème tout bête. Où loger Assange ? L'ambassade compte seulement une dizaine de pièces. Il faut aménager une chambre, une petite cuisine et un cabinet de toilette. Pas simple. Assange dit qu'il n'a pas besoin de confort. Le strict nécessaire suffira. En milieu d'après-midi, la défection d'Assange fait la une des journaux télé. Le gouvernement britannique se sent insulté. Le ministre des Affaires britannique, William Hague, affirme qu'il a le droit d'envoyer des flics dans les locaux de l'ambassade pour arrêter Assange. C'est la boulette diplomatique. L'ambassade fait partie du territoire de l'Équateur. Elle est protégée par le droit international. Réunie en urgence, l'Organisation des États d'Amérique exprime son soutien à Rafael Correa. William Hague se livre à un magnifique rétropédalage. « Tout cela n'est qu'une affreuse mésentente, dit-il. Il n'a jamais été question de faire appel à la police. » Malgré tout, le Foreign Office diffuse une note. Si Assange quitte l'ambassade, même dans une voiture diplomatique, il doit être arrêté. Londres, 19 août 2012. Par la fenêtre de sa chambre, Assange voit les policiers qui encerclent le bâtiment nuit et jour. Les photographes font le pied de grue, à l'affût d'un cliché volé. Assange relit son texte dans la pièce qui lui sert de chambre. Puis il ouvre la fenêtre et s'avance sur le balcon au premier étage. Il a un message pour Barack Obama. Il demande au président américain de se montrer raisonnable et de cesser la chasse aux sorcières contre Wikileaks. Il plaide pour une mesure de clémence en faveur de Bradley Manning, détenu depuis 800 jours dans des conditions extrêmement pénibles en attendant son procès. Mais Obama ne répond pas. Pour lui, Assange est un traître, un espion et un terroriste. Les Américains laissent les Britanniques agir. Vexés et déterminés à sauver la face, les Brits prennent le relais des Suédois. Les Américains laissent les Britanniques agir. Vexés et déterminés à sauver la face, ces derniers prennent le relais des Suédois. La justice britannique condamne Julian Assange pour violation de sa liberté conditionnelle. En général, ce genre d'infraction se résume à une amende. Mais ce n'est pas le plan prévu. Confiné à l'ambassade équatorienne, Assange tente de mener une vie normale. Il ne peut pas sortir, mais ses proches, ses amis, ses soutiens et ses avocats lui rendent régulièrement visite. L'activiste noue une relation amoureuse avec la juriste Stella Morris, qui fait partie de l'équipe juridique chargée de sa défense. De cette relation naîtra un enfant en mai 2017.
Assange continue de collaborer avec Wikileaks. Les relations sont compliquées par sa situation personnelle et son isolement. Malgré tout, les fuites continuent d'avoir un effet dévastateur pour les Américains. 6 juin 2013. Edward Snowden est un ancien analyste de la CIA et de la NSA. Wikileaks rend public les pratiques de la National Security Agency. Captation de données, écoute téléphonique, surveillance d'Internet. Les programmes mis au point par l'agence concernent la totalité de la planète. Les Américains surveillent tout et tout le monde, leurs ennemis et leurs alliés. Le téléphone portable de la chancelière allemande Angela Merkel est sur écoute constante. Le gouvernement américain réagit comme pour Assange et Manning. Le 21 juin 2013, le département de la justice inculpe Snowden d'infraction à la loi sur l'espionnage de 1917 et de vol de documents publics. Réfugié à Hong Kong, Snowden rejoint Moscou le 23 juin. Il passe 1 mois dans l'aéroport de Sheremetyevo, avant que les autorités russes autorisent son entrée sur le territoire. Fin juillet, il obtient un visa d'1 année pour résider en Russie. Une fois à l'abri, Snowden se met à parler. Il compare sa situation à celle de Julian Assange. Il dit qu'Assange n'a commis aucun crime. Il dit qu'Assange n'a rien volé. Il n'a fait que diffuser des informations que Manning lui avait fournies. Il dit qu'Assange est innocent. Berlin, été 2013. Angela Merkel est obligée de ravaler sa fierté. Elle ne peut pas nier les révélations de Wikileaks. Elle ne peut pas condamner les États-Unis. Merkel fait le dos rond. Probablement parce que la NSA et la BND, le renseignement intérieur allemand, sont associés au sein de Crypto AG. Cette société suisse est spécialisée dans la conception d'outils de surveillance et de collecte de données depuis des années. Crypto est une façade. La société opère dans une centaine de pays et a mis sous surveillance la moitié des gouvernements de la planète. Julian Assange sait que sa réputation est mauvaise dans l'opinion publique. Le plan de communication des États-Unis a fonctionné. Pour beaucoup de gens, il est un violeur en fuite, un espion et un mégalomane qui se croit plus malin que tout le monde. C'est cette image que les Américains ont réussi à imposer. Peut-être qu'il n'est pas de taille pour lutter. Il doute. Malgré tout, il continue à faire ce qu'il fait depuis 10 ans. Juillet 2016. Quelques jours avant la Convention démocrate de Philadelphie, Wikileaks publie des mails rédigés par Hillary Clinton et par son directeur de campagne, John Podesta. 20 000 documents qui montrent comment Clinton a bénéficié d'une collusion au sein de la Commission nationale démocrate, la DNC, pour écarter de la course à la présidence son concurrent, Bernie Sanders, jugé trop à gauche. À 2 mois et demi de la présidentielle américaine, l'effet est dévastateur. La directrice de la DNC, Debbie Wasserman, démissionne. Donald Trump, le candidat républicain, s'engouffre dans la brèche. Lui, que les sondages donnaient perdant, remporte l'élection le mardi 8 novembre 2016. Il n'y a pas de mots pour décrire la consternation, en Amérique, mais aussi en Occident. Il faut trouver une explication. Il faut trouver un coupable. Que Clinton ait été une mauvaise candidate ne peut pas être l'explication. Elle ne peut pas être la coupable. Non. L'explication, c'est Wikileaks. Le coupable, c'est Julian Assange. C'est lui qui a fait élire Trump. Le Parti démocrate affirme que les mails ont été donnés à Assange par les Russes pour aider Trump. Poutine a manipulé Assange. Le déferlement de haine est inarrêtable. La DNC lance une procédure judiciaire contre le journaliste. Depuis l'ambassade équatorienne, Assange tente de se justifier. Il n'a fait que publier des documents. Clinton et Podesta ont écrit ces mails, pas lui. Il ne les a même pas volés. Il faudra attendre le 31 juillet 2019 pour que le juge new-yorkais Joe Cuttle
rejette la demande des démocrates de reconnaître Assange coupable de complot contre le parti. Le juge Cottle rappelle qu'Assange n'a fait qu'exercer son métier de journaliste, protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. La publication des documents par Wikileaks est protégée par le droit de la presse, précise le juge. Stockholm, mai 2017. Dans cet ouragan diplomatique, la Suède est reléguée à la marge. La procédure pour abus sexuel contre Anna Hardin est close. Les faits, le préservatif déchiré, sont prescrits au bout de 5 ans. Pour la seconde plaignante, Miss W, la procédure peut se poursuivre jusqu'en août 2020. Dans son cas, viol présumé, la prescription est de 10 ans. La procureure Marianne Ny le sait. Une procédure aussi longue et qui n'aboutit à rien, ce n'est pas bon pour sa carrière. Elle doit trouver une échappatoire. Le 16 mai 2017, elle reçoit un message des avocats d'Assange. Le journaliste demande à pouvoir sortir de l'ambassade sans être arrêté pour se rendre à la maternité où sa compagne, Stella Morris, va accoucher de leur fils Gabriel. Ny refuse de suspendre la demande d'extradition. 3 jours plus tard, le 19 mai 2017, Marianne Ny annonce qu'elle met fin à l'enquête préliminaire. Elle explique qu'Assange est sous la protection de l'ambassade. Elle dit qu'elle ne peut rien faire. Mais elle maintient le récit de départ. Assange est un prédateur sexuel en fuite. Londres, 15 août 2017. L'ancien représentant républicain, Dana Rohrer Baker, est assis en face de Julian Assange dans la salle de réception de l'ambassade. Rohrer Baker est l'émissaire du président Donald Trump. Il est venu à Londres avec une proposition de deal gagnant-gagnant. Assange écoute l'ancien parlementaire. Rohrer Baker demande à Assange « Vous avez entendu parler du Russiagate ?» Assange hoche la tête. Donald Trump est soupçonné de collusion avec les Russes. L'ancien patron du FBI, Robert Mueller, a ouvert une enquête. Il cherche des saloperies sur Trump, ajoute Rohrer Baker. Assange reste silencieux. Rohrer Baker continue. Si vous jurez que votre source pour les mails de Clinton ne sont pas les Russes, Trump vous accorde un pardon présidentiel. Assange répond qu'il ne peut pas jurer une chose pareille. Il ne peut pas dire qui est la source. Ce serait trahir Wikileaks. Washington, 16 août 2017. Donald Trump pique une crise. Il est vexé. Assange a refusé sa proposition. Il va se venger. Depuis le mois de mai, l'Équateur a un nouveau président. Lénine Moreno a succédé à Rafael Correa. Trump envoie à Quito un homme à lui, Paul Manafort, pour discuter avec le nouveau chef d'État. Manafort est un spécialiste des coups tordus et des opérations de corruption. Assis dans le bureau présidentiel, Manafort prononce les mots magiques. Aide économique, effacement de la dette, enveloppe du FMI pour un montant de 4,2 milliards de dollars en 2018. Moreno acquiesce. Il peut livrer Assange. Il faut juste un peu de temps pour préparer les choses et éviter d'endosser le mauvais rôle. Londres, mars 2018. À l'ambassade, l'ambiance change brusquement. Le nouveau chef de la mission diplomatique, Jaime Marchan Romero, prend ses fonctions avec pour mission de se débarrasser d'Assange. Dans un premier temps, Lénine Moreno a tenté de contourner le problème. Moreno a proposé d'accorder à Assange la nationalité équatorienne et de le nommer ambassadeur à Moscou. Assange a dit oui pour la nationalité, il a dit non pour Moscou. Le 28 mars 2018, Marchan Romero impose un protocole spécial pour les visites, les communications et les examens médicaux de M. Assange. Plus de téléphone, plus d'accès à Internet, visite réduite et limitée à la salle de conférence. Pose de micro et de caméra par une société espagnole, UC Global. En fait, UC Global bosse en secret pour la CIA. Washington, 2019. Mail adressé au président Lénine Moreno par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.
Nous souhaitons une collaboration avec votre gouvernement sur un ensemble de questions allant de la coopération économique à la lutte contre le trafic de drogue. Mais avant d'aborder ces questions, nous souhaitons régler un problème important. Le statut de M. Assange, un dangereux criminel qui doit être traduit devant la justice. Londres, 2019. Marcian Moreno continue de préparer le terrain en vue de l'expulsion d'Assange. Il livre à la presse des informations sur la vie quotidienne du réfugié. L'ambassadeur dit « Assange fait du skateboard dans les couloirs. Assange joue au foot dans sa chambre. Assange ne lave pas sa vaisselle. Assange martyrise le chat qu'il a adopté. Assange souille les murs des toilettes avec ses excréments. » Les tabloïds anglais se déchaînent. Rien n'est vrai, mais aucune importance. Le récit de sa vie à l'ambassade cadre avec les affaires de mœurs en Suède. Un mégalomane répugnant. Londres, 11 avril 2019. L'ambassadeur Marcian Romero entre sans frapper dans la chambre d'Assange. Assange est assis à sa table de travail. Il devine ce que le diplomate vient lui annoncer. Il le lit sur son visage. Votre citoyenneté et votre droit d'asile ont été révoqués. Vous devez quitter l'ambassade. Assange refuse. Il crie que c'est illégal. C'est une violation du droit international. L'ambassadeur tourne les talons. Il redescend dans le hall. Dans l'escalier, Assange entend les cris et les pas des flics qui montent le chercher. Londres, 11 avril 2019, 9h15. Julian Assange se débat. Il joue des coudes, il crie. « Cette arrestation est illégale !» Les deux flics qui l'encadrent le tiennent par les bras. Ses mains sont entravées par des menottes. Les policiers le descendent de force dans le hall de l'ambassade d'Équateur. Ses pieds ne touchent presque pas les marches de l'escalier. Assange passe devant l'ambassadeur Marcian Romero. Le diplomate se fend d'un sourire. Bon débarras. Le gouvernement britannique fait les choses comme il faut. Photographe, chaîne de télévision, c'est le grand Raoult. Il faut immortaliser cet instant. Depuis des semaines, Marcian Romero a retiré à Assange son nécessaire de toilette. L'activiste ne peut plus se raser. C'est un homme barbu, hirsute, déboussolé, le regard apeuré, le teint blafard et l'air malade qui est offert à la presse. Discréditer Assange est essentiel pour laver l'affront qu'il a fait subir à la Grande-Bretagne depuis près de 7 ans. C'est une guerre de l'image. Il doit avoir l'air d'un type dangereux, d'un prédateur, d'un espion, d'un terroriste, d'un fuyard dont la cavale est terminée. En réalité, Assange est malade. Le manque d'exercice, le confinement dans l'ambassade et les conditions de plus en plus dures de son séjour l'ont affaibli. Physiquement, il est méconnaissable. Mentalement, il est diminué. Aucune expertise psychologique n'a été pratiquée, mais les médecins chargés de son suivi craignent des tendances suicidaires. La satisfaction du gouvernement britannique est à peine descriptible. Le Royaume-Uni a démontré que personne n'était au-dessus des lois, s'exclame la première ministre Theresa May, avec un cynisme consommé. Cela a pris des mois de patientes négociations, mais tout a marché comme sur des roulettes, ajoute Alan Duncan, ministre de l'Europe et des Amériques. La fourgonnette de la police métropolitaine conduit Julian Assange devant un juge. L'audience, préparée à l'avance, dure 15 minutes. Le magistrat décrète la mise en détention du journaliste. Assange est envoyé à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dont le surnom est le Guantanamo britannique. Les rouages de la justice se remettent à tourner à plein régime. 2 jours après l'arrestation d'Assange, les États-Unis rendent publique l'accusation établie par le grand jury des années auparavant et restée jusqu'alors secrète. Assange est accusé de complicité avec Bradley Manning. Pour l'instant, il n'est pas question d'espionnage, pour une raison simple. L'accord d'extradition signé en 2003 par les USA et la Grande-Bretagne précise que les autorités britanniques ne peuvent pas extrader un individu vers les États-Unis pour espionnage.
Le ministère américain de la Justice ne peut pas poursuivre Assange en vertu de la loi de 1917. C'est cette loi qui a permis de condamner l'analyste Bradley Manning. En Suède, la procureure Marianne Ny décide de rouvrir l'enquête préliminaire pour la 3e fois. À Londres, Theresa May et les conservateurs accueillent cette nouvelle avec satisfaction, discrète, mais sincère. Des parlementaires proposent à la Chambre des communes qu'Assange soit extradé vers la Suède. Ce serait un bon moyen de montrer que les Britanniques ne sont pas juste les toutous des Américains. Londres, 9 mai 2019. Le régime dans la prison de Belmarsh est sévère. Pas aussi brutal que les Special Administrative Measures, les fameuses SAMS appliquées à Bradley Manning, mais sévère quand même. Isolement, 1 heure d'exercice par jour, visite réduite, 3 douches par semaine. L'état de santé d'Assange s'aggrave. Un mois s'écoule avant que l'expert de l'ONU, Nils Melzer, puisse le rencontrer. Contacté par des proches, Melzer a accepté de défendre Assange. Accompagné d'un médecin et d'un psychologue, spécialiste des abus et des tortures, Melzer rencontre Assange à l'hôpital de la prison. Le journaliste s'est rasé de près. Il a peigné ses cheveux, il a enfilé une tunique propre. Cela ne suffit pas à donner le change. Les 2 praticiens examinent le patient. Les constatations ne sont pas bonnes. Les années passées à l'ambassade et l'emprisonnement ont profondément affecté Julian Assange. Son état est préoccupant. Son maintien en détention dans les conditions actuelles présente un risque sérieux pour sa santé, sinon pour sa vie. Finalement, les États-Unis adressent aux Britanniques leur demande d'extradition. Ils vont trouver un moyen de contourner l'accord de 2003. Les équipes du département de la justice planchent là-dessus. La demande américaine entre en concurrence directe avec celle de la Suède. L'ennui pour la procureure Marianne Ny est que son dossier est toujours aussi peu solide. Fin mai, elle a reçu un courrier des avocats d'Assange. Ils écrivent « Pourriez-vous nous indiquer pour quelles raisons vous souhaitez interroger à nouveau M. Assange ? Vous savez que, selon de nouvelles dispositions de la loi britannique, une extradition n'est possible que si a été prise la décision d'inculper et de juger la personne concernée. Or, Marianne Ny n'a pas assez de preuves pour inculper et encore moins pour juger Assange. La procureure dispose de 60 jours pour répondre. C'est le délai légal. Le 60e jour, elle envoie un courrier expliquant qu'elle met fin à l'enquête préliminaire. De toute façon, l'affaire de Miss W allait être prescrite dans quelques mois. 10 ans de procédure. Pour rien. L'état de santé d'Assange continue de se dégrader. Il a été placé à l'isolement. Il est surveillé 24 heures sur 24, soi-disant pour le protéger. 22 novembre 2019. 6 médecins signent une lettre adressée à la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, pour exiger le transfert d'Assange dans un hôpital pénitentiaire afin d'y être soigné. La réponse est sans pitié. Personne n'est au-dessus de la loi. 4 décembre 2019. 117 médecins de 18 pays publient un appel dans la revue médicale The Lancet. Si Assange meurt en prison, écrivent-ils, alors il aura effectivement été torturé à mort. Cette torture se sera déroulée dans le service médical de la prison, sous l'autorité de médecins. Rien à faire. Assange est un paria. Il n'a tué personne, il n'a commis aucun crime, mais son audace doit être punie. Londres, 24 février 2020. Le procès sur l'extradition de Julian Assange s'ouvre. Les conditions sont abracadabrantes. La presse est envoyée dans une salle, voisine de la salle d'audience. Les journalistes ne peuvent suivre les débats que via une vidéo. La qualité est déplorable, l'image pixelisée. Le son est souvent inaudible. Il est parfois impossible d'entendre ce que dit le procureur et la juge Vanessa Baritzer qui préside à l'audience.
Julian Assange est placé dans un box en verre. Selon la juge, il constitue une menace pour le public. Pourtant, le public est absent. Assange ne peut communiquer avec ses avocats. Il ne peut répondre aux questions. Il n'entend pas ce que dit la juge. Il lui en fait la remarque. « Cela doit être à cause de tout le bruit que font vos supporters à l'extérieur de ce tribunal », rétorque la juge. Assange tente de répondre. La juge lui coupe la parole et fait éteindre son micro. Pour arriver dans la salle d'audience, il est passé par 5 cellules différentes et a été menotté 11 fois. L'attitude de la juge Baritser est si ouvertement partiale que même le procureur James Lewis fait part de sa gêne. Il rappelle qu'Assange a droit à un procès équitable. Baritser fait taire le procureur. « Assange est un homme dangereux », répond-elle. Une organisation d'avocats diffuse un communiqué pour dénoncer le comportement grossier et disproportionné de la représentante de la couronne. Alors pourquoi tant d'acharnement ? L'explication est à chercher dans le passé de Wikileaks. La juge Baritser est placée sous l'autorité directe d'une autre juge, Emma Arbuthnot. Or, Emma Arbuthnot, qui a refusé en 2018 une annulation du mandat d'arrêt contre Assange, est prise dans un conflit d'intérêts. Emma Arbuthnot est la femme de James Arbuthnot, membre du Parti conservateur à la Chambre des Lords. James Arbuthnot a présidé la commission de la défense de la Chambre haute britannique. Il jouait un rôle essentiel dans l'attribution de certains crédits militaires. Selon des documents publiés par Wikileaks, James Arbuthnot a reçu des cadeaux de la part de sociétés spécialisées dans l'armement. Et Vanessa Baritser est soumise aux ordres d'Emma Arbuthnot. Julian Assange a été condamné à 50 semaines de détention pour violation de sa liberté conditionnelle. En théorie, il aurait dû retrouver la liberté au printemps 2020. Mais la justice britannique pense qu'il existe un risque de fuite en attendant le procès d'extradition. Il est maintenu en détention à Belmarsh. Printemps 2020. La pandémie de Covid vient suspendre le temps. Tout s'arrête. Pour Assange, cette période est une nouvelle parenthèse dans son combat contre la puissance américaine. Les médecins surveillent son état de santé, physique et mental. Ils craignent qu'Assange suive l'exemple de Bradley Manning et tente de mettre fin à ses jours. Manning a survécu de justesse à sa tentative de suicide. Washington, 29 juillet 2020. Donald Trump n'a toujours pas digéré le refus d'Assange. Il a décidé de le punir de ce qu'il considère comme un affront. Le département de la justice transmet à la couronne britannique une nouvelle inculpation. Assange est présenté comme un hacktiviste, autrement dit un hacker et militant politique anti-américain. Malgré la pandémie, le procès pour l'extradition d'Assange se poursuit. L'affaire est déplacée du tribunal de Woolwich, près de la prison de Belmarsh, vers le tribunal correctionnel de Old Bailey, dans le centre de Londres. Mais durant l'interruption provoquée par la crise sanitaire, quelque chose a changé dans l'opinion publique. Ce n'est plus seulement le procès de Julian Assange, c'est devenu la défense de la démocratie elle-même. Si Julian Assange est poursuivi pour avoir révélé au public des documents classés, alors tous les journaux qui ont participé à ces révélations doivent être poursuivis. Londres, 4 janvier 2021. Quand il entre dans la salle du tribunal, Assange comprend que la juge Baritser ne va lui faire aucun cadeau. Dans la lecture de son jugement, la magistrate réfute un par un les arguments de la défense. Puis elle soutient un par un les arguments de l'accusation. Assange se tourne vers ses avocats. Ils sont consternés. L'un d'eux tape frénétiquement sur son portable. Il envoie un SMS à l'expert de l'ONU Nils Melzer, qui attend à l'extérieur de la salle d'audience. Cela se présente très mal. Des centaines de journalistes ont été parqués dans une salle voisine. Tout le monde est arrivé sur son téléphone portable. La tension est palpable. Et tout à coup, un message tombe. « Oh mon Dieu, c'est pas vrai !» Nils Melzer regarde autour de lui. Il ne parvient pas à croire ce qu'il est en train de lire. Les journalistes se dévisagent du regard. Plus rien n'a de sens. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Dans son box, Assange est abasourdi. Il se prend la tête entre les mains. Il a envie de pleurer. C'est fini. Les mots de la juge Barretser résonnent encore dans sa tête. Mon jugement est qu'il existe un risque réel que M. Assange soit détenu dans des conditions d'isolement presque totales. Dans ces conditions extrêmes, la santé mentale de M. Assange se détériorerait et le conduirait à se suicider, avec la détermination liée à son trouble autistique. La demande d'extradition américaine est rejetée. Depuis son banc, Assange entend les échos des cris de joie de la foule massée devant Old Bailey. Ses amis et ses partisans fêtent une immense victoire. Seul Julian Assange comprend que c'est tout l'inverse qui vient de se produire. La juge Barretser vient d'infliger une immense défaite à la démocratie. La juge n'a pas refusé l'extradition parce qu'elle pensait qu'Assange était innocent. Non, elle est certaine qu'il est coupable. Sa décision est bien plus subtile et bien plus sournoise. En refusant l'extradition, elle évite un procès aux USA. Les crimes commis par l'armée américaine ne seront pas réexaminés dans le cadre d'une nouvelle procédure judiciaire. Elle referme la boîte de Pandore. Elle crée un précédent dramatique. Elle impose un silence absolu sur tous les documents relatant les crimes commis par les gouvernements ou les États de cette planète. Vanessa Barretser impose une omerta légale. Avant que la séance soit levée, Assange lance un dernier regard à la juge. Il lit dans ses yeux le raisonnement qu'elle a fait. Il lit dans ses yeux que sauver la raison d'État était le plus important. Malgré ce jugement qui, au fond, leur est favorable, les États-Unis entendent marquer le coup. Ils veulent laver leur honneur qui a été salement terni. Le département de la justice, version Biden, continue de réclamer l'extradition. Il ne s'agit plus de juger Assange, mais de l'obliger à reconnaître publiquement qu'il est coupable. Le 17 juin 2022, la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, signe l'ordre d'extradition de Julian Assange. La décision de la juge Barretser a été annulée en appel. Les avocats d'Assange n'ont plus d'autre solution. Trouver un accord à l'amiable avec les Américains. Londres, 24 juin 2024, 9h45 du matin. C'est une visioconférence qui met fin à 15 ans de traque. Les USA obtiennent les deux choses qu'ils voulaient. Premièrement, Assange accepte de plaider coupable. Deuxièmement, les Américains font l'économie d'un procès embarrassant pour l'armée. Le narratif est sauf. Dans un entretien diffusé par la télévision publique allemande en 2020, l'ancien patron de la CIA, Leon Panetta, avait résumé les choses en quelques mots. Il est normal qu'Assange ait été soumis à un tel traitement. Ce genre de traitement fait partie du renseignement. Cela doit dissuader d'autres lanceurs d'alerte de faire comme lui. Panetta reconnaît la peur qui hante tous les gouvernements. La peur de la transparence, la peur de la démocratie, la peur de la responsabilité et par-dessus tout, la peur de perdre le pouvoir. Canberra, 26 juin 2024, 19h35. Julian Assange rentre en Australie. À peine a-t-il débarqué de l'avion, le Premier ministre Anthony Albanese l'appelle au téléphone. Assange écoute, puis il raccroche. Pendant 15 années, l'Australie n'a pas fait le moindre geste pour le défendre. Il doit rembourser 520 000 $ au gouvernement australien qui a affrété son vol de rapatriement. Dans la foule, Assange retrouve sa femme Stella Morris et son père, John Shipton. Ils s'embrassent et s'étreignent. Bruxelles, 1er octobre 2024. Costume bleu nuit, barbe bien taillée et cheveux blancs peignés avec soin, Julian Assange semble aller mieux. Pourtant, on sent dans ses yeux et dans ses gestes qu'il reste éprouvé. Lentement, en choisissant ses mots avec soin, il s'exprime devant une commission du Conseil de l'Europe chargée d'examiner les conditions de sa détention. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui parce que j'ai plaidé coupable de journalisme. J'ai plaidé coupable d'avoir réclamé de l'information auprès d'une source.
J'ai fini par choisir la liberté plutôt qu'une justice inatteignable.